TV, la diaspora s'exprime. Bonsoir, bonsoir. Bienvenue sur la 2NTV, la télé africaine de la diaspora. Vous êtes à notre émission, franchement, dans un cadre d'échange avec les valeurs culturelles. Aujourd'hui, je reçois deux dames, Amina et le docteur Kouo Epa. Bonjour, mesdames. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Amina. Bonjour, Solange. Plutôt bonsoir. Bonjour. Bonsoir. Alors, aujourd'hui, je vous ai invité pour parler de la violence conjugale. Donc, on va commencer par vous présenter. Je vous laisse le soin à chacune de se présenter. On va commencer par la plus âgée. C'est moi qui décide. Alors, Solange, est-ce que tu veux bien avoir la gentillesse de te présenter? Je m'appelle Solange Kouepa, je suis pédiatre, je viens du Cameroun et j'habite à Bruxelles. Voilà. Je ne sais pas s'il faut dire autre chose. Enchantée. Alors, on va écouter Amina. Alors, bonsoir. Je m'appelle Amina Lutumba. Je suis, qu'est-ce que je peux dire? Je suis une femme multiple avec beaucoup de casquettes, mais en tout cas qui défend les droits de la femme, de la maman solo et surtout les problématiques qui sont liées à la femme en général. Merci beaucoup. Alors, je vous ai invité aujourd'hui pour parler de la violence conjugale, comme je l'ai dit. Je vais définir un petit peu, en fait, de ce qu'on dit de la violence conjugale. Donc, on dit la violence conjugale est la violence exercée par un des conjoints sur l'autre au sein d'un couple, s'inscrivant dans un rapport de domination et se distinguant des disputes conjugales entre individus égaux. Elle s'exprime par des agressions verbales, psychologiques, physiques et sexuelles, et des pressions, des réactions et des pouvant causer chez la victime des douleurs psychologiques, physiques, seulement sociales, la mort. Alors, Nina, il faut que évoquer l'idée. Je n'entends pas très bien. Je n'entends pas très bien. J'ai pas entendu la question. Alors, je n'ai pas encore posé. Je vais. Ah, désolée. Donc, est-ce que, voilà, toi personnellement, quel a été ton parcours en tant qu'épouse violentée? Ah, bon, alors on va recadrer les choses pour toujours utiliser les bons mots et ne pas contredire mon histoire. En fait, je n'ai jamais été mariée, j'ai vécu en couple et dans ce couple, j'ai vécu des violences très fortes et je n'avais que 19 ans. Donc, je vais attendre qu'on me pose la question. Mais voilà, mon rapport à la violence s'est fait très tôt, déjà dans la jeunesse, mais ça s'est reproduit plus tard dans la deuxième partie de ma vie de maman, donc avec le père de mon deuxième enfant. Et de violence aussi? Est-ce que vous me parlez de deuxième? Est-ce que vous m'aviez entendu? Non, je n'entends absolument rien en fait. De connexion. Voilà. Donc, je n'ai pas entendu la question, mais si je dois reprendre ce que j'ai dit au départ, c'est que j'étais un enfant battu et j'ai vécu la violence en tant que femme dans la deuxième partie de ma vie de maman, donc avec le papa de mon deuxième enfant.
Sephora. Conjugale dans ton premier couple, la première par rapport à ton second. J'entends pas. Tu viens le soir, danser sur des airs de guitare et puis tu bouges. Tes cheveux noirs, tes lèvres rouges, tu te balances. Le reste n'a pas d'importance comme un soleil. Tu me brûles et me réveilles, tu as dans les yeux que j'ai le feu. Je t'ai dans la peau, baila, baila, oh. Toi, ma belle andalouse, aussi belle que jalouse. Quand tu danses, le temps s'arrête. Je perds le nord, je perds la tête. Toi, ma belle espagnole, quand tu bouges tes épaules, je ne vois plus le monde autour. C'est peut-être ça l'amour. Oh yeah, yeah, yeah. Oh, oh, oh. Oh yeah, yeah, yeah. Oh, oh, oh yeah, yeah, yeah. Ma belle andalouse. Oh yeah, yeah, yeah. Oh, dos, tres. Ma belle andalouse, aussi belle que jalouse. Quand tu danses, le temps s'arrête. Je perds le nord, je perds la tête. Toi, ma belle espagnole, quand tu bouges tes épaules, je ne vois plus le monde. Voilà, on est de retour. Désolé, c'est les aléas du direct. J'ai eu un petit problème de connexion, donc c'est pour ça que nous avons eu du mal à nous mettre dans la même direction. Voilà. Ben, je suis revenu sur le plateau. On va reprendre notre émission. On est désolé. Alors, je vous avais posé la question, à savoir si c'était la première fois que vous subissiez la violence dans un couple. Oui, donc ce que j'avais expliqué, c'est que donc, comme on le sait, hein, au final, j'ai 4 enfants avec 4 papas différents et j'ai vécu la violence conjugale lors de ma deuxième union. Et j'avais 19 ans, donc ça s'est déroulé tout le temps de ma grossesse. Et puis, jusqu'au moment où j'ai décidé de partir, après avoir eu les côtes et le tibia cassé. Et normalement, la violence autour de vous, vous avez au sein de ta propre famille, donc pas la famille entre toi et ton dans la famille autour de toi, il n'y a personne qui a réagi par rapport à ce que tu vivais, ou tu n'as pas pu te confier à quelqu'un? Non, mais on ne le dit pas, hein. Quand on vit la violence, en fait, on se tait. Et étant donné que j'ai vécu la violence en tant qu'enfant, il me semblait que la violence était attribuée à un mauvais comportement. Et donc, que si je me tenais bien, si j'étais mieux, que ces choses s'arrêteraient, en fait. Et puis, on a un peu honte. Parce que pour la petite histoire, forcément, j'étais déjà avec un enfant à ma charge d'un autre papa. Et donc, c'était aussi se dire que je dois faire profil bas parce que j'ai déjà un enfant qui n'est pas de lui. Et donc, je dois essayer de maintenir le bateau à flot pour que je puisse continuer pérennement ma vie. Donc, on n'a pas envie de faire sa vie. On ne prévoit pas, en tout cas, de faire une vie avec 4 papas différents. En tout cas, de pas faire. On prévoit de faire juste ses enfants avec l'homme qu'on aime, mais voilà, ça n'a pas été mon cas. Et donc, du coup, je me disais que, voilà, j'ai eu la chance de rencontrer un autre homme qui décide de bien vouloir de moi. Mais alors, je dois me tenir à carreau parce que voilà, j'arrive déjà avec un lourd dossier. Donc là, j'ai à peine
j'ai à peine 18 ans, hein, donc la réflexion, c'est là que je me pose. Et comme je suis quelqu'un qui n'a pas grandi avec sa famille naturelle, ben, je suis quelque part, à chaque fois, je me dis que je suis rejetée quelque part. Donc, il faut que j'arrive à maintenir quelque chose quelque part où on va me garder, où on va vouloir rester avec moi, en fait. Et donc, je me bats pendant un petit temps jusqu'au moment où je me dis, les coups, c'est pas ça, parce que je finis par dormir avec un couteau dans ma table de chevet. Et un jour, je me dis, c'est lui ou c'est moi. Et donc, je pars. Alors, on va parler un petit peu justement de votre enfance. Je crois que aussi, d'après ce que vous êtes en train de dire, vous avez subi de la violence dans votre enfance. Est-ce que, oui, est-ce que c'est pas cette chose-là qui vous a freiné, qui vous a empêché de partir de cette maison, de votre couple? Donc moi j'ai grandi dans une famille européenne dont la maman était une femme battue. Donc j'ai grandi avec ça très tôt et puis bon, elle me tapait aussi avec des ceintures, voilà, j'étais un petit peu, je peux pas dire un souffre-douleur, mais bon, en tout cas on infligeait les punitions physiques, c'était pour ma personne et pas pour l'enfant qu'ils ont eu derrière moi. Donc quelque part pour moi la violence faisait partie intégrante de la vie. Et j'ai mis du temps à partir parce que justement, vous êtes à 14 mois laissé par votre famille biologique pour X ou X raison. Vous vivez dans une famille d'accueil et à un moment donné, il y a rupture quand vous avez 12 ans. Donc, ça veut dire qu'à peu près tous les 12 ans, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans votre vie. Il n'y a pas vraiment d'attache. Donc, on se dit qu'à partir du moment où on construit sa propre famille, mais il faudra qu'il y ait une attache, il faudra trouver une façon de rester dans un cocon, dans une certaine sécurité. Et donc, ça met du temps. Mais à un moment donné aussi, on se dit qu'on ne peut pas vivre sous les coups d'une personne qui, quand on a un peu de réflexion, on se dit, mais on nous tape pour rien. Moi, j'étais tapée. Pourquoi? Parce que c'était, oui, on t'a vu avec un autre homme, ou c'est déjà honteux d'avoir une fille qui a déjà un autre enfant, et donc, tu dois te tenir à carreau, tu peux pas ci, tu peux pas ça. Et comme c'était souvent le visage qui était touché, ben, je sortais pas, je restais enfermée, mais j'avais que 19 ans avec un bébé qui avait quoi, 2 ans. Donc, oui, ça a été très difficile et j'ai souvent enchaîné des relations dans ma jeunesse qui avaient une relation, qui avait cette connotation de violence, en fait. Et donc, je pense que quelqu'un qui a pu vivre des violences étant jeune attire ce genre de personnes, ne reproduit pas forcément le schéma, mais attire ce genre de personnes. Et comme on ne le comprend pas quand on est enfant, on se dit que la violence est liée à la punition. Mais en tant que jeune femme, en tout cas, à l'époque, j'étais persuadée que j'étais tapée parce que je répondais pas aux standards, je n'avais pas de famille autour de moi, j'avais pas été élevée dans le cadre africain, donc j'avais tout contre moi. Et bon, voilà, c'est comme ça que pour moi, je suis restée un moment jusqu'au jour où j'ai dit non, il faut briser ça. Personne ne mérite de vivre de cette façon. Merci beaucoup, Amina. Alors, on va aller du côté avec Solange, qui est docteur en pédiatrie. Docteur en pédiatrie, qu'est-ce que vous pensez, enfin, qu'est-ce que tu penses de cette situation qui fait qu'on considère qu'un enfant, que les enfants, quelles sont les conséquences, en fait, de ce que les enfants subissent dans les familles. Je suis un peu troublée par ce que Amina m'a dit, donc, parce que j'ai un peu mal pour elle, donc du coup, je suis un peu troublée. Donc, ce que je voulais dire, c'est que, qu'est-ce que vous pensez, vous qui recevez les enfants, est-ce que vous voyez les séquelles sur ces enfants, ou qu'est-ce que vous percevez concrètement lorsque vous les recevez? Ok. Oui, merci. Non, j'ai effectivement écouté Amina avec attention, et c'est vrai que c'est une histoire qui est bon, la sienne particulière, mais qui malheureusement est une histoire qu'on retrouve beaucoup chez beaucoup d'autres femmes, ou même des hommes, des enfants qui ont été battus aussi.
il est clair que quand on a une enfance d'enfant battu, c'est quelque chose qui suit, enfin qui laisse des marques et en effet, on reproduit souvent la même chose et on est dans le contexte, comme tu as dit que tu attirais, mais en fait, c'est la même chose au fond. Parce que le fait d'être confronté à la violence, ça crée une personnalité qui est un petit peu particulière, dans ce sens que, il y a un peu, comme tu as dit très bien, il y a comme une espèce d'intériorisation que c'est une chose normale, souvent, en effet, et en même temps un sentiment de culpabilité, d'infériorité, et la personne est victimisée par le bourreau, bien sûr. Bon, dans mon exercice en pédiatrie, quand les enfants, quand ce sont des couples où il y a de la violence, c'est pas toujours évident au départ parce qu'il faut prendre le temps d'écouter d'abord parce que les mamans racontent, comme elle a dit, racontent pas de manière spontanée. Il faut prendre le temps de bien interroger la personne, parce que en général, quand on reçoit un enfant, pardon. Ah, je parle à ma fille. Ah, il y a un enfant qui parle. D'accord. Oui, non. Je disais que quand on reçoit au cabinet donc une famille, une maman et l'enfant, c'est en général à la fin de la consultation que les choses sortent. Donc, l'enfant, ce sont des enfants qui sont perturbés. Généralement, c'est un enfant qui est souvent extrêmement agité, ou qui fait pipi, ou qui était propre, qui refait pipi, des choses comme ça, ou qui ne dort pas la nuit, parce qu'on dit, il fait des cauchemars, ou qui ne veut pas manger. Ce sont des enfants qui ont un comportement un peu déséquilibré, soit dans l'agitation, soit dans le calme. En général, c'est ça. Donc, et quand on voit ça, si on prend le temps d'interroger la maman, il faut créer évidemment la confiance. Parce que raconter qu'on a été battu, ce n'est pas du tout évident. Et moi, je vois ici, à Bruxelles, quand je rencontre donc des mamans africaines qui vivent ça, quand on crée un lien de confiance, quand elles racontent, c'est exactement ce que vient de dire Amina. Donc, et elles sont celles que je rencontre, parce que je fais des consultations dans les centres de PMI ici à Bruxelles. Elles sont souvent dans des espèces de pièges où elle ne peut pas partir parce que si monsieur l'a fait venir d'Afrique, par exemple, donc elle est encore dans la période de probation, ou bien elle n'a pas de papier, ou bien elle ne sait pas travailler, elle ne parle pas forcément la langue du pays, etc. Donc, c'est comme une espèce de piège où elles sont et elles ne savent pas comment elles font pour partir. Et ça vaut aussi pour les femmes d'Afrique du Nord, parce que je rencontre aussi énormément. Et c'est tout un travail à faire, vraiment, pour emmener la maman à comprendre qu'elle ne doit pas se laisser victimiser, effectivement. Mais c'est très difficile parce que le pédiatre ne peut pas le faire seul. Donc, on s'entoure donc d'autres compétences, des psychologues, des assistantes sociales, souvent. Parce que même si on demande à une femme de partir, par exemple, c'est pas qu'on demande, mais si elle peut si elle exprime ça, ce besoin de partir ou cette nécessité vitale, parce que c'est qu'il y a déjà un long travail qui a été fait, déjà pour commencer. Et puis, il faut qu'elle ait une porte de sortie, qu'elle ait un point d'attache, un point d'accueil et des possibilités d'évolution dans l'avenir. Donc, l'enfant, lui, là-dedans, comment dire, il faut qu'il trouve sa place. C'est pas évident parce que il y a des papas moi, ce que je trouve, évidemment, c'est vrai qu'il y a aussi le contraire où on voit des femmes qui sont violentes sur les hommes, mais généralement, ce qu'on rencontre, c'est plutôt le contraire. C'est plutôt des femmes, des hommes qui sont victimisés par un homme. Et l'enfant est partagé entre les deux parce qu'il aime ses deux parents. Il aime papa, il aime maman. Donc, c'est compliqué pour l'enfant de trouver sa place. C'est très compliqué. Et donc, il exprime ça par des comportements, comme j'ai dit, de nervosité, de violence, de caca au lit, pipi au lit, pas manger, etc. Donc, c'est vraiment les premières choses qu'on rencontre chez des enfants qui sont victimes de violence. Et après, évidemment, pour les prendre en charge. Mais pour répondre à la question posée, c'est comme ça qu'on peut se dire que là, il y a quelque chose et qu'on peut essayer de creuser pour voir ce qui se passe derrière. Oui, Amina? Non, j'écoute et oui, c'est vraiment ça. Mais dans le développement, évidemment, j'ai quand même mon parcours, comme toute personne, un parcours atypique. Et bizarrement, je suis émue. Travailler cette thématique, c'est toujours un peu compliqué, mais c'est que je me rends compte que j'ai été toute ma vie dans le
le devoir reconnaître aux gens merci de m'avoir gardé en Europe, merci de m'avoir gardé dans votre famille, merci de t'intéresser à moi, merci d'avoir fait un enfant avec moi, merci de m'accepter dans ta vie. Et donc, pendant longtemps, j'ai fonctionné en me disant que je ne valais pas grand-chose puisque ma famille ne m'avait pas gardé, puisque ça n'avait pas fonctionné dans ma famille d'accueil, puisque finalement j'étais un enfant un pupille de l'État, on va dire comme ça. Et quelque part, après, je me suis retrouvée avec mon enfant. La première relation n'a pas fonctionné. J'étais très jeune, évidemment. La personne avec qui j'étais voulait de grandes choses. J'étais trop jeune pour le comprendre et j'avais un background derrière moi qui était trop lourd et que je ne comprenais pas. Et donc, il a fallu, avec le temps, que j'apprenne à me connaître et à savoir que j'avais de la valeur. C'est pour ça que je travaille cette thématique aujourd'hui et je fais comprendre aux femmes que non, il ne faut pas rester dans cette spirale, en fait, où on est toujours en train de devoir demander merci aux gens de nous accepter, merci aux gens de permettre qu'on puisse respirer ou exister à côté d'eux. Non, on nous a mis au monde pour vivre individuellement et c'est à nous finalement de reprendre ce pouvoir finalement d'exister, d'illuminer notre environnement, d'impacter les gens. Mais quand on est dans cette spirale infernale, on n'a pas cette réaction. Et donc, quand on a ce rapport à la force, ce rapport à la violence, ben voilà, on se sent le torchon. On n'est pas une serviette, on n'est pas une reine, on est juste une personne qui doit juste prendre ce qu'on lui donne et puis essayer d'avancer, de créer quelque chose avec ça. Mais oui, je me dis, ce que vous dites là, c'est ce qu'on vous a fait ressentir. J'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on vous a imposé, en fait. Quand vous dites, voilà. Oui, c'est imposé, c'est que la réflexion d'un enfant, quand moi je voyais mon papa d'accueil taper sur ma maman d'accueil, je me disais qu'elle avait fait des bêtises, qu'elle avait été méchante. J'ai toujours eu de la chance de courir vite, hein, comme beaucoup d'Africaines ou d'Africains. Et donc, elle me disait, va chez le médecin. Donc, j'étais petite et je courais, j'allais chez le médecin pour dire qu'on lui tapait dessus. Et donc, il y a eu toujours ce réflexe de protection de la maman. Mais la maman est devenue elle-même aussi mon bourreau en même temps. Donc, j'ai été dans la défense du parent, mais j'ai été aussi sa victime, entre guillemets, dans le sens où quand j'étais petite, elle me tapait les fesses et j'avais les fesses dures, bien dures. Donc, un jour, elle s'est fait mal et elle a pris des choses pour pouvoir me taper, pour essayer de me faire mal. Et puis, vous savez, quand on vous tape, vous vous endurcissez, vous avez une tête dure et il y a ce rapport qui se fait forcément. J'étais dans une famille européenne. Donc, à un moment donné, je dois m'affirmer en tant que personne et ça devient un rapport de force. Pas que vous allez aller taper la personne, mais vous lui montrer que vous devez exister, que vous êtes quelqu'un. Et vu que j'étais noire au milieu de blanc, ça a pris d'autres proportions jusqu'au jour où moi-même, je l'ai attrapée et on a dû me violenter pour que je puisse la lâcher parce que je l'avais attrapée et je l'avais soulevée, je n'avais que 12 ans. Mais j'étais fatiguée de me faire taper toujours pour un oui ou pour un non. Ils avaient leur enfant et la bêtise, c'était Amina. Et on la tape. Et on ne pose pas de questions et c'est toujours Amina. Et donc, un jour, c'est arrivé comme ça. Et donc, voilà, c'est quand on est l'enfant qu'on tape et voilà, qu'il y a une bêtise, on sait que ça va être nous. On fait des bêtises entre enfants, c'est toujours la même qui se fait attraper, mais on dira c'est Amina qui avait commencé, donc c'est moi qu'on va punir parce que je suis l'aînée et donc elle a fait les mêmes bêtises que moi. Mais ça traumatise aussi l'autre enfant qui finalement ne se fait pas taper parce qu'après des années, elle m'a demandé pardon pour tout ce que moi j'avais subi parce qu'à un moment, elle aussi, à l'âge adulte, se rend compte que c'était pas logique. Donc, c'est vrai qu'en tant qu'enfant, on n'analyse pas les choses clairement. On sait qu'il y a une injustice. Comme on l'a dit, on est partagé avec le sentiment de l'amour du parent, mais on se pose la question pourquoi on nous fait du mal, même si nous, on aime la personne qui est en face. Et donc, moi, j'avais encore cette dimension d'être la noire au milieu des blancs, en fait. C'était ça, en fait. Et je me disais que peut-être parce que je suis noire qu'on me tape. Donc, c'était un peu ça. Et la parenthèse entre le moment où tu as quitté ta maison, dont tes parents adoptifs, et au moment où tu as rencontré ton mari,
comment tu as vécu cette période-là? Est-ce que c'était, tu as essayé de te construire, tu as essayé voilà, de comprendre le sens de la violence que tu as vécue entre cette Ben, donc, je quitte cette famille à 12 ans. Je suis mise en institution, mais en fait, je me retrouve toujours dans des centres d'enfants violents. Donc, on me met d'abord dans une maison vers Jean-Blou, je ne sais plus très bien quelle commune, et je me retrouve avec des filles qui sont les racailles, quoi. C'est des filles, elles ont 14 ans, elles prennent des têtes, elles mettent sur les capots, elles tapent tout le monde. Et moi, j'ai été éduquée, j'ai fait du patinage à 4 ans, j'ai fait du judo, le patro, le solfège. Donc, j'étais vraiment dans la peau de la petite européenne. Et donc, je me retrouve avec des filles qui sont violentes, mais j'ai quand même ce truc où j'ai fait du sport de combat, je reste une Africaine, donc s'il faut aller à la guerre, je vais à la guerre. Et donc, on m'agresse et je pars dans la violence, forcément, parce que j'ai été entraînée à répondre à la violence aussi. Faut pas se le cacher, on devient dur quand on se fait taper. Et de là, on me déplace parce que ça devient violent. Et puis, on me place et je vis en autonomie dès que j'ai l'âge de 14 ans. Donc, je vis seule depuis que j'ai 14 ans. Pendant 2 ans en autonomie avec d'autres jeunes femmes. Et puis, je tombe enceinte. Et je cherche pas à comprendre, en fait, parce que à chaque fois qu'on me déplace, je passe toujours par des endroits où il y a la violence. Et quand j'accouche, la première chose qu'on fait, comme j'ai 17 ans, je ne suis pas majeure, on me met dans une maison de femmes battues. Et c'est là que je dois prouver que je suis capable d'élever mon enfant. Et qu'est-ce que j'ai en face de moi? Toujours ce modèle de femmes battues, de femmes soumises, de femmes qui sont avec leurs enfants, qui les protègent. Et donc, quelque part, je pense qu'inconsciemment, je suis toujours dans la violence, en fait. C'est l'engrenage. Voilà, c'est un engrenage. C'est tout ce que je vois, c'est tout ce que je connais. Et je me dis, comme souvent les femmes, c'est qu'un homme qui pourra venir me sauver. Et donc, je m'accroche très vite au premier qui me donne un peu de valeur. Et moi, je suis dans une projection de mariage, de construction. Mais les gens, peut-être à ce moment-là, ils sont jeunes, ils n'ont pas forcément envie de ça. Et puis, quand on sait qu'une personne a été violentée, on en joue. Et à un moment donné, c'est ce qui se passe. Et ça se passe mal, finalement. Donc, oui, je pense qu'on ne peut pas, tant qu'une personne ne vous a pas montré que vous valez quelque chose, ou tant que vous ne l'avez pas compris, vous restez dans ce cycle parce que vous ne connaissez pas autre chose. Oui, c'est ça. Je pense que c'est exactement ça. C'est que c'est pas qu'on doit nous montrer qu'on a de la valeur, on doit trouver notre propre valeur. C'est ça le piège, parce que en effet, la relation de la victime et du bourreau, généralement, le bourreau, c'est un pervers. Donc, il ne va jamais te montrer que tu es bien. Jamais, c'est le contraire, il va t'enfoncer. Donc, c'est pour ça qu'il est extrêmement important d'aller… Bon, ça, c'est une histoire très particulière que tu nous racontes. Franchement, c'est vrai que c'est très… Ouf, ça fait quelque chose. Mais ce n'est pas toutes les femmes battues qui passent par tout ce que tu as raconté là. Mais je pense que le dénominateur commun, en tout cas que moi je vois dans les femmes que je rencontre, c'est effectivement un manque d'estime de soi, un manque de respect de soi, qui provient de l'éducation qu'on donne aux femmes. Je pense que c'est ça, c'est le point principal. Bon, au-delà de ton parcours qui est très particulier, quand on voit par exemple les femmes en Afrique ou les femmes par exemple dans les pays arabes, c'est l'éducation qu'on donne. C'est-à-dire que la femme est toujours éduquée pour effectivement être à la seconde place, pas à la première place. Déjà, pour commencer, dans beaucoup de villages en Afrique, quand il faut envoyer des enfants à l'école, on préfère les garçons et pas les filles. Ça continue, ça. Voilà, donc l'éducation des filles est un facteur extrêmement important parce que c'est ça qui permet à une jeune fille de devenir une jeune femme qui est droite dans ses bottes, en fait, quelque part, si je peux utiliser cette expression. C'est parce que souvent, les femmes ne sont pas droites dans leurs bottes. Moi, je rencontre celles que je rencontre ici. J'ai encore un exemple dans la tête, c'est une jeune dame du Togo qui a été mariée. Le monsieur était ici, il est parti se marier là-bas, et donc elle est venue ici, elle est d'une famille pas très riche, on va dire, et lui, comme il travaillait ici, c'est un statut social un peu plus important, si vous voulez, et donc en fait, elle était là, et le monsieur l'a tapée, mais même enceinte, elle était à l'hôpital, une fois ils ont dû la garder à l'hôpital pendant 3 mois, parce qu'il l'a tapée pendant qu'elle était enceinte, c'était le 2e enfant, elle est retournée encore là-bas, elle a encore fait 2 autres après, tout ça dans la violence. Et finalement, bon, elle a quand même pu évidemment sortir de là, mais c'était extrêmement difficile. Et elle me racontait qu'en fait,
Si elle part, sa famille va la renier parce que ce mariage était pour eux quelque chose d'extraordinaire. Donc, et c'est pas une histoire isolée. Donc, il y a le fait que souvent les mariages chez nous, c'est quand même des accords entre les familles et que parfois elles sont coincées et elles ne peuvent pas sortir de là. Mais j'insiste sur le fait que c'est l'éducation qui est vraiment la chose la plus importante. Si une fille est éduquée, elle aura plus de sentiments de valorisation personnelle et ça, c'est essentiel. C'est essentiel pour déconstruire un petit peu le schéma de victimisation qui est rapidement fait. Et comme disait Amina, on pense toujours que c'est l'homme qui va nous sauver. Ben non. Non. Si on ne se sauve pas soi-même, personne ne nous sauve. Ça, c'est clair. Hein? On va peut-être parler un petit peu, faire une petite parenthèse sur la violence faite aux enfants, quelque part. En Afrique, on éduque les enfants en les tapant, en croyant que frapper les enfants est la meilleure manière, par l'Afrique d'ailleurs, hein, dans beaucoup de familles, on pense que frapper un enfant, c'est la meilleure manière de lui donner une éducation. Est-ce que ce n'est pas la suite logique qu'un adulte devienne aussi violent à la fin? Clairement, parce que si on ne reproduit que ce qu'on a connu, hein. Clairement. C'est que la punition peut avoir diverses formes. Parce qu'on ne peut pas, l'éducation fait, enfin, comment dire, la punition, oui, la punition. Punition ne veut pas forcément dire taper. Je crois qu'il faut être clair là-dessus. Quand on éduque un enfant, il faut pouvoir donner un cadre à cet enfant. Donc, dans le cadre qu'on donne à un enfant, il y a le bonus et le négatif. C'est-à-dire que si on fait quelque chose de bien, on a un bonus. Si on fait quelque chose de mal, on doit avoir un malus et on nous fait comprendre pourquoi on a eu le malus. Ce n'est pas nécessairement taper un enfant. La parole est beaucoup plus importante que de frapper. On peut très bien éduquer l'enfant avec les paroles et avec l'exemple. L'exemple des parents est super important. Et donc, le malus, c'est vraiment dire à l'enfant, écoute, voilà, tu restes au coin pendant un quart d'heure. Une fois qu'il a, ou bien tu n'auras pas telle récompense, et on explique pourquoi. C'est beaucoup plus efficace que de taper tout le temps, parce que taper tout le temps, ça n'a pas de sens, effectivement. Et si on tape tout le temps, l'enfant devient aussi violent après, parce qu'il a connu que ça. C'est clair. Donc ça, c'est quelque chose vraiment... Oui, pardon. Tout à fait. Non, termine, je t'en prie. Non, j'en ai terminé. Je pense que ça, c'est effectivement quelque chose qu'il faut... C'est un débat qui doit vraiment être un débat sociétal chez nous. Parce que c'est vraiment la base de tout, quoi. L'éducation qu'on donne effectivement dans nos pays, c'est le point clé, quoi, de tout. Et parce que on sait que dans beaucoup de pays, il y a même des chansons qui, bon, voilà, ont tendance à mettre la femme dans un niveau inférieur et puis dans un niveau, enfin, les hommes ailleurs. Et alors, c'est quelque chose qui est pas seulement africain, parce que si vous regardez un petit peu ce qui se passe dans les réseaux, enfin, par exemple, dans le show business, moi, quand je regarde des clips ici, parce que ma fille regarde la musique, quand je regarde des clips à la télévision avec elle, je suis frappée parce qu'on voit que les filles sont toujours presque tout le temps nues et les garçons sont habillés. Ça, c'est significatif d'une société, parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, la femme, c'est d'abord le corps qui est mis en avant. Donc, l'objet, c'est l'objet de tentation sexuelle, etc. Et l'objet de plaisir, en quelque sorte. Bon, c'est important aussi, certes, mais je suis frappé par cette différence de comportement qu'il y a entre enfin, par exemple, ne serait-ce que cette histoire de clip, quoi. Et même dans l'habillement. Bon, c'est pas que je suis vieux jeu, mais je trouve extraordinaire parce que, par exemple, dans la mode, il y a beaucoup d'hommes qui sont des créateurs de mode. Et si on remarque bien, on déshabille les femmes tout le temps. Les vêtements qu'on fait, tout. Donc, il y a tout un... Je pense qu'il y a un grand débat de société qu'il faudrait démarrer pour comprendre qu'est-ce qui se passe, pourquoi est-ce que les choses sont comme ça. Parce qu'il faut en fait tout reprendre à zéro. Hein. Presque, hein, franchement. Oui. Oui. Après, pardon. Je voulais demander à Amina. Oui, Amina. Moi, je voulais demander, est-ce que toi, pendant que toute cette partie-là, quel a été ton rapport avec tes enfants? Parce que tu as quand même subi la violence en tant qu'enfant. Dans ton couple, c'était pareil. Quel a été ton rapport avec tes enfants face à ça? Mon rapport avec mes enfants, alors moi, en tant que personne qui a subi la violence, on va parler globalement, j'aimerais quand même dire qui a frappé et frappé.
Je pense qu'on peut gifler un enfant, qu'on peut lui donner une fessée. Et dans la logique des choses, dans le bon fonctionnement des choses, un enfant aura peur. C'est une crainte qu'on installe où à un moment, l'enfant sait qu'il doit s'arrêter. Et ça peut s'arrêter jusqu'à la parole, juste où le parent va dire, ben, finalement, tu vas avoir une fessée, et l'enfant se stoppe net. Maintenant, dans les cas où la violence est extrême, il n'y a plus cette limite. Pour parler franchement, moi j'ai 3 garçons et une fille, des garçons qui sont devenus des hommes, qui à un moment donné, en tant que maman solo, qui sont toujours plus grands que moi, plus forts que moi, et qui ont essayé d'être au-dessus de ma tête. Et ça a créé aussi par moments des situations où on rentrait en conflit et je me retrouvais de nouveau dans un sentiment de personne qu'on va agresser. Par un comportement. Après, c'est des jeunes, ils vont vous bousculer parce qu'ils sont énervés. Et leur réflexe, en fait, est de se bloquer systématiquement. Je dois dire que peut-être j'ai eu la main peut-être plus légère qu'une autre maman parce que c'est ce que j'ai connu. Je pense que on dit toujours c'est difficile d'élever des enfants. Après, c'est pas des enfants battus, bien sûr, ils sont là, ils évoluent avec moi, mais je pense que j'ai eu peut-être la main plus légère qu'un autre parent parce que c'est ce qu'on m'a montré, c'est ce que j'ai connu et qu'à un moment donné, quand on est dans un rapport de force encore avec le sexe opposé qui vous a souvent agressé et acculé, eh ben, c'est une réaction. Je vois la différence avec ma fille. Ma fille, c'est une fille, donc quand je vais dire je vais la taper, elle est par terre, elle s'arrête. Tandis que les garçons, c'est on y va, au combat. Je pense que mon aîné, il a eu 12 ans un jour, il m'écoutait pas, il montait au-dessus de la tête et je l'ai poussé la table du salon et je lui ai dit, c'est le premier qui gagne, le premier qui est par terre, celui qui met l'autre par terre qui va gagner. Parce que c'était devenu, je deviens plus grand que maman, plus costaud que maman et je vais faire la loi avec maman. Et donc, la seule réponse que moi j'avais pour lui passer au-dessus de la tête, pour lui montrer que je domine, c'était de lui proposer finalement de la violence, je dois le dire comme ça. Voilà, un combat. Allez, d'homme à homme, vas-y, qui est le plus fort? Et donc voilà, il y a violence et violence, faut nuancer parce que les gens ont souvent tendance à dire oui, je suis un enfant battu, mais qu'est-ce qu'un enfant battu? C'est un enfant battu est un enfant sur qui on tape constamment pour un oui ou pour un non, qui se prend une baffe parce qu'on est énervé, à qui on lance quelque chose parce qu'il y a une mauvaise facture dans la boîte aux lettres ou parce que peu importe, on est de mauvaise humeur. Ça, c'est être un enfant battu. Il n'y a pas de raison pour recevoir des coups, en fait. Et une éducation dure à l'africaine où, évidemment, il y a toujours des gens qui vont dans les extrêmes, mais je pense que il y a un moment donné, en fonction du caractère de l'enfant qu'on a en face de soi, on sait quand il faut s'arrêter. Il y a des enfants, ils ne comprennent rien. Il y a des enfants, je pense, qui ont eu une claque dans leur vie, c'était fini. Ils n'ont plus bougé, ils ont compris que c'était... Tandis qu'il y en a des autres qui sont un peu plus rebelles, qui vont essayer de pousser, parce qu'il y a quand même ces sensations de toujours pousser l'adulte jusqu'au bout de ces retranchements. Et il y a des enfants qui ne comprennent pas. Donc, clairement, il faut changer de dynamique, il faut changer... Et je pense que ça, dans l'éducation, ce qu'on n'apprend pas aux parents, je veux dire, je l'ai appris après 4 enfants, c'est qu'à un moment donné, quand il y a une façon de procéder dans l'éducation qui ne fonctionne pas au niveau des punitions, il faut tourner comme un cube, en fait. Toujours tourner, tourner, tourner. Et quand on voit que la violence ne fonctionne pas, il faut vraiment zapper. Ça ne sert à rien. Parce que quelque part, vous allez taper, l'enfant va s'endurcir, il va faire encore pire. Et puis, vous tapez 12 ans, 14 ans, 16 ans, à un moment quand on a 18 ans, c'est lui qui va vous taper et qui va vous coincer. Donc, voilà, je pense que l'éducation doit être en Europe comme en Afrique, quelque chose qu'on doit prendre au sérieux et quelque chose qu'on doit transmettre dans le sens où il y a des multiples façons de faire entendre raison à un enfant. Être parent, c'est devoir faire preuve de patience et de résilience, malheureusement. On l'apprend à ses dépens, mais c'est comme ça, un enfant ne comprend pas tout de suite, il n'y a pas le mode d'emploi et puis il ne comprend pas tout et il doit faire ses expériences, il doit se brûler pour savoir que toucher quelque chose de chaud, ça fait mal. Mais voilà, on doit essayer, je ne sais pas de quelle façon, de faire comprendre
à la société que la violence n'est pas une option, quel que soit le cadre, mais qu'en tout cas dans l'éducation, qui est quand même la base du fonctionnement de la société, qu'il faut tourner, et ne pas aller à une solution radicale, en fait. Et je pense que si j'avais eu des personnes qui avaient eu cette patience ou qui avaient pu me montrer qu'il y a d'autres façons que d'arriver brutalement vers un enfant, parce que quelque part, au début, on vous tape. Dans ma situation, c'est recevoir des coups. Certes, oui, quand vous avez fait des bêtises, mais c'est recevoir des coups, des fois, qui, pour un oui ou pour un non, ou quelque chose qui est transformé en quelque chose d'énorme. Et pour la petite histoire, ma famille d'accueil, j'ai mon parrain et ma marraine que je salue, qui, avec aujourd'hui, j'ai 41 ans, avec lesquels j'ai eu une discussion il n'y a pas longtemps et qui ont compris, parce qu'il y a eu des faits après moi, quand j'ai quitté cette famille, qui ont compris que si j'étais toujours chez eux et je ne parlais pas, mais que j'étais attachée à leur enfant, attachée à ne pas vouloir rentrer chez mon papa, c'est parce que j'étais tapée. Mais ils ne savaient pas le lire parce que je ne parlais pas. Un enfant tapé ne parle pas, il reste muet, il va rester dans un cocon, dans sa sécurité. Et ils m'ont apporté cette sécurité pendant très longtemps. Mais voilà, si les gens pouvaient lire directement quand un enfant est victime ou quand une femme est victime de ces violences, et si les gens savaient que c'est pas une honte en fait, on se fait pas taper forcément parce qu'on est mauvais, mais que quand on se fait taper pour rien, il faut appuyer la sonnette d'alarme. Si j'avais eu ce courage petite, si j'avais dit non mais on me tape tout le temps, c'est pour ça que je suis pas bien, et on m'aurait aidé beaucoup plus tôt. Si j'avais eu ce courage de dire en tant que jeune fille, j'étais une jeune fille, c'était la mode, j'avais déjà un enfant, donc j'avais tout ça au-dessus de la tête, il y avait trop de négativité pour moi, mais je voulais pas dire en plus on me tape, vous vous rendez compte, j'ai déjà pas grandi avec ma famille, j'ai déjà un enfant, je vais avoir un autre enfant et en plus on me tape encore. Non. Et c'est pour ça que je me lève et c'est pour ça que je prends mon histoire pour faire comprendre aux personnes que ces actes-là ne définissent pas ce que vous... La violence qu'on vous fait ne définit pas votre personne. C'est pas parce que vous êtes une mauvaise personne. C'est juste que la personne qui est en face de vous n'a pas une réponse intelligente pour vous faire comprendre quelque chose, en fait. Elle passe que par la violence. Et donc, quand les gens auront compris que cette violence n'est pas nécessaire, même si elles le subissent, elles pourront se lever, chercher de l'aide et trouver une solution. Ce que je n'ai pas pu faire plus jeune, je l'ai fait un jour en courant, en laissant mes enfants comme ça, en laissant un loyer, en mettant des affaires dans un garde-meuble et voilà. Tout abandonné pour reconstruire, en fait. Et donc, on ne doit pas arriver là. Il faut arriver à un moment donné à appuyer sur la sonnette d'alarme. Et pour les Africains en particulier, je dirais les femmes africaines, on a le pédiatre ici présente qui est là et donc qui vous fait bien comprendre qu'on peut parler et qu'elle, en tant que femme africaine, c'est quelque chose qu'elle entend, qu'elle comprend, elle a travaillé dessus, elle a étudié sur ça. Et donc, vous voyez que c'est ouvert. Il suffit d'aller vers les personnes ressources qui peuvent vous aider et vous accompagner. Et c'est pas une honte, en fait. On ne doit pas avoir honte d'être noir. Il faut être fier d'être noir. Donc, on ne doit pas avoir honte d'être tapé. Il faut comprendre pourquoi on nous a tapé et trouver la solution pour éviter de se retrouver tout le temps dans ce genre de situation. Donc, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. C'est comme ça que j'essaye de le transmettre parce que ça m'a bouffé des années et des années pour pouvoir aujourd'hui parler et le faire franchement devant tout le monde. Mais bon, comme on dit toujours, il faut un fou pour se lancer. Et j'estime être cette folle qui aujourd'hui n'a pas peur de montrer que, ben oui, je suis africaine, culturellement, on n'en parle pas, mais j'ai pas été attachée à la culture africaine, j'ai pas été attachée à la culture européenne, en tout cas au moment où j'ai vécu ces violences. Donc, quelque part, ça me permet de pouvoir le faire, que ce soit devant les Européens, que ce soit devant les Africains. Je veux juste dire que je suis un être humain. On va souffler 2 que j'ai minutes. de la Voilà. On va souffler Ok. 2 minutes, on va revenir et on va parler, on va continuer la suite de l'émission. Voilà, donc nous voilà de retour. Cette thématique qui est la violence conjugale. Je reçois sur mon plateau Amina et Solange
Kouepa, qui est docteur en pédiatrie. Alors, Amina, je voudrais encore revenir avec toi sur comment on se construit dans une situation aussi difficile. Comme années plus tard, on est une âme, comment je dirais, une femme, parce que tu fais une activité et tu t'occupes de beaucoup de femmes. Et comment est-ce qu'on arrive, après tout ça, à se retrouver inspirante? Comment on arrive comment dire? Ben, déjà, quand on estime qu'on doit trouver sa place dans la société, en fait, et que, pour ma part, en tout cas, qu'on a des petits yeux qui vous regardent et qui se disent, ben, c'est toi que je dois suivre. Donc, si c'est moi que vous devez suivre, je dois être équilibrée. Donc, maman très jeune, j'ai pas été diplômée comme tout le monde à 18 ans, j'ai pas eu mon bac. J'ai eu, il y a quelques années, hein, j'ai 12-13 ans, mon fils a 14 ans, non, un peu plus, il y a 14 ans, parce que j'ai repris des études. Pourquoi? Parce que je voulais dire à mes enfants que oui, ben, va étudier, mais si moi j'ai pas de diplôme, comment il va m'écouter? Et donc, je me suis dit que je devais être forte pour eux. Et en étant forte pour eux, il fallait être un exemple. Et j'ai essayé, en tout cas, au maximum dans ma vie, de pouvoir être un exemple pour mes enfants, mais être un exemple pour l'enfant que j'ai été, pour la jeune fille que j'ai été, pour la femme que j'ai été et pour la femme inspirante que je souhaite devenir et celle qui va continuer à impacter. Donc, je pense qu'il faut se servir de son histoire pour pouvoir éviter aux autres personnes de passer par ces chemins douloureux. D'où je travaille la vulgarisation du statut de la chef de famille dite monoparentale avec la déclinaison de toutes les étapes de ma vie, donc qui incorpore et qui inclut la violence. Merci beaucoup. Alors, au docteur Epa, avant que vous ne partiez, parce que je sais que votre temps est très limité, déjà de vous avoir accordé ce temps que de votre présence. Alors, ma dernière question, oui, conseiller parents, mères qui viennent chez vous éventuellement, ou même qui sont dans des situations de violence. Qu'est-ce qu'on peut leur dire aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on peut... J'ai pas très bien compris la question. Bon, mais qu'est-ce qu'on peut conseiller aux femmes? C'est ça la question? Oui, oui. Je sais pas très bien. Oui. Bon. Que vous recevez aussi bien pour les enfants que des parents, que les mères, voilà. Bah, je pense qu'on a déjà abordé largement un petit peu ce volet. C'est ce que disait un petit peu Amina. Hein. C'est compliqué de dire ce qu'on peut conseiller parce que on est bon. Il y a tout tellement de comment dire de facettes à cette question. Ce qu'on peut conseiller aux femmes, c'est compliqué, hein, parce que c'est vraiment des situations en général spécifiques. Donc, mais effectivement, ce qu'on peut dire, c'est d'oser parler. Oser parler. On peut toujours parler à quelqu'un. Il faut oser parler. Je crois que ça, c'est très important, ce que Amina l'a dit. Il faut vraiment... il y a une chose qu'elle a dit. Elle a dit qu'il faut comprendre pourquoi on est battu. Non, on ne doit pas être battu. On ne doit jamais être battu. Pour moi, ma position, c'est celle-là, parce que comprendre pourquoi on est battu, il n'y a pas de raison qu'on soit battu. Il n'y a pas de raison qu'un homme batte une femme ou bien qu'une femme batte un homme. Je veux dire, moi je pense que le dialogue est extrêmement important dans la société pour tout le monde, entre les gens. Et donc, ce que je peux leur dire, c'est vraiment quand elles vivent ce genre de situation, qu'elles osent chercher de l'aide. Qu'elles osent chercher de l'aide. Ça, c'est très important.
Maintenant, il faut pouvoir trouver quelqu'un qui nous donne, à qui parler. C'est ça peut-être la difficulté. Mais il faut parler. Parce que si on parle, dès que la parole est libérée, il y a des chaînes qui peuvent se mettre en place de réseau et on peut arriver toujours peut-être à trouver une solution pour aider la personne. Donc, il faut parler, c'est clair. C'est vraiment ça qui va faire qu'on sort d'une ornière dans laquelle on se trouve. Voilà. Donc, il y a en effet, bon, pour les femmes qui vivent en Europe, ben, il y a plein de services sociaux qui existent dans les pays. Hein. Bon, nous, bon, il y a les pédiatres, effectivement, mais il n'y a pas que ça. Quand on va chez le médecin, pour n'importe quoi, si on peut y aller, quand on va à l'école, quand on va on peut toujours parler à quelqu'un. Mais il faut pouvoir le faire parce que parfois, les femmes, elles ne parlent pas la langue du pays, comme je vous ai dit. Moi, il y a certaines que j'ai rencontrées qui venaient en consultation avec le mari parce que le mari était toujours derrière. Et quand le mari sortait de la maison, on n'arrivait pas à les voir seuls parce que quand il sortait, il fermait la porte à clé. Donc, ce n'est pas toujours facile pour ces femmes-là. Donc, je crois qu'il faut peut-être que le personnel, nous qui sommes en face, nous sommes des professionnels, entre guillemets, on devrait peut-être pouvoir être beaucoup plus attentif, je pense, aux signaux. Ça aussi, c'est important. Si on est attentif aux signaux, on peut toujours créer un dialogue avec la personne et à ce moment-là, entrer dans la brèche pour aider la personne à faire sortir tout ce qu'il y a à l'intérieur, comme disait Amina, sans avoir honte et dire vraiment qu'est-ce que la personne, qu'est-ce qu'elle vit, quoi. Voilà. Donc la parole et encore la parole. Et alors, juste 2 minutes, on a dit que chez nous, il y a l'histoire de la violence dans l'éducation des enfants, mais en fait, c'est une violence qui est sociétale. Parce que parfois, même dans les rapports humains entre les gens, entre adultes, il y a la violence. Au niveau de la parole, au niveau des actes. Donc, tout ça, ça fait un contexte qui fait que facilement, on tape quelqu'un, quoi, en fait. Donc, il y a toutes ces choses-là aussi qui rentrent en compte, je pense. Donc, voilà, pour terminer, pour dire vraiment aux femmes, c'est oser parler. Oser parler. Voilà. Donc, je voudrais vraiment remercier, je suis désolée parce que je n'avais pas prévu de rester aussi longtemps. Je voudrais remercier vraiment de tout mon cœur, Amina, pour ce que tu fais, parce que c'est vrai que ce n'est pas évident du tout de pouvoir se mettre à nu comme ça, hein, et c'est magnifique. En tout cas, bon, on ne se connaît pas, mais bon, j'espère qu'on pourra se rencontrer. Et moi, je suis tout à fait prête à soutenir ton action si c'est nécessaire. Enfin, voilà, je sais pas comment, mais je suis toujours très impressionnée de voir des femmes comme toi qui osent vraiment parler et être en première ligne. Et c'est très important. C'est vraiment très important. Et merci pour toutes celles qui nous écoutent et qui, j'espère, que tu vas inspirer pour qu'elles se dressent aussi et qu'elles sortent de là. Voilà. Et merci à Kissi d'avoir provoqué cette discussion. C'est très, très important. Merci beaucoup. Voilà. Et merci aussi à la technique. Merci beaucoup. Voilà. Donc, malheureusement, il faut que je vous laisse. Et donc, à une prochaine fois. Merci. Merci. À une prochaine fois. Au revoir. Eh bien, voilà, on va continuer. On va poursuivre un petit peu avec Amina. On va poursuivre encore un petit peu avec Amina notre discussion. Et voilà, moi, franchement, je trouve que, franchement, c'est le titre, c'est le nom de notre émission. Je crois qu'on est là pour parler franchement de quelque chose que notre société, on a peur, parce que c'est une honte. On a peur de dire, malheureusement, cette violence ne s'arrête pas que dans les situations de femmes pauvres ou dans les quartiers où les gens. C'est quelque chose qui est sociétal, comme l'a dit le docteur Solange. Est-ce que vous, personnellement, dans votre travail, vous avez, excuse-moi, tu es confronté à ce genre de personnes qui viennent te voir, qui ont subi ou qui subissent la violence encore aujourd'hui? Oui, bien sûr, c'est encore plus depuis le confinement. Hein, on a appris à se connaître en vivant tous dans des endroits restreints. Et ça amène l'homme à ses instincts les plus bas, finalement. Quand on est sous pression constamment, c'est compliqué. Alors, je voulais juste, avant d'oublier, corriger mes mots. Corriger. On m'a toujours dit d'utiliser les bons mots pour ne pas faire confusion. Et quand je disais comprendre pourquoi on est battu, je le disais dans le sens où c'est comprendre que on ne doit pas être battu. Ce n'est pas se dire
que oui, c'est de ma faute, mais c'est surtout se dire que c'est la réponse de l'autre qui n'est pas positive par rapport à nous. Et voilà. Et donc, de se sentir à l'aise et se sentir fort dans le fait d'aller chercher de l'aide ou d'en parler. C'était plutôt dans ce sens et non dire, ben, je vais analyser pourquoi on m'a tapé. Ben oui, du coup, oui, il a droit parce que non, personne n'a droit de taper l'autre. Mais d'avoir ce réflexe de savoir que la violence ne doit pas être appliquée à qui que ce soit finalement. Alors oui, des femmes battues, ben, il y en a tous les jours malheureusement. Des hommes battus aussi, on va être franc. Et comment on discute, ben voilà, c'est en étant un exemple comme je le fais, et comme d'autres l'ont fait avant moi, et j'espère d'autres le feront encore après moi. C'est de montrer que, ben voilà, dans toute décontraction, c'est un travail sur soi-même aussi, se dire que ben, tout le monde connaît un peu ma vie, tout le monde sait qu'on m'a tapé, qu'on m'a fait ci, qu'on m'a fait ça, ou que j'ai eu à faire ça. Mais ça ne m'empêche pas aujourd'hui d'être une maman de 4 enfants, de pouvoir travailler, de pouvoir évoluer dans la société et transmettre et motiver. Je m'excuse, un petit coup de froid. Et donc, de pouvoir chercher à ce que d'autres femmes puissent trouver cette force-là de parler. On dit toujours que les femmes sont les meilleures ennemies des femmes, mais je pense qu'à un moment donné, les femmes doivent être les meilleurs amis de la femme. Et voilà, je dis toujours, un jour, on m'a tendu la main pour X ou X raison. Et je pense que c'est un devoir pour moi de tendre la main à d'autres personnes en espérant que cette chaîne ne s'arrête jamais. Et que les femmes comprennent qu'ensemble, accompagnés des hommes, on pourra brasser le plus de monde possible et que la cause et la défense des droits humains, tout simplement, on va parler d'humains dans sa globalité, ben voilà, que en tout cas la violence pourra être quelque chose qui est arrêté. Par définition, la femme est toujours celle qui est prise en grippe. Les guerres en Afrique, au Congo, chez moi, la femme est un outil de guerre. Donc voilà, c'est quelque chose qui est inscrit et les femmes, même ces femmes qui se lèvent aujourd'hui aux côtés de toutes ces personnes qui avancent avec elles, voilà, nous montrent par leur résilience que l'on peut, que l'on peut avancer dans la vie et que malgré ce qu'on a subi, on peut aussi devenir quelqu'un de très bien, pas devenir quelqu'un de très bien, mais de faire de cette douleur une force pour devenir encore mieux que ce qu'on a été et pouvoir aider les autres. Alors, vous êtes retourné très souvent pour des activités au Congo. Je sais qu'en général, en Afrique, dans les couples, on a tendance, quand une femme se fait battre, on a tendance à faire des arrangements. Hein? Donc, les familles... Est-ce que pensez-vous, personnellement, attendez, je crois qu'on a un appel. Allô? Oui, bonjour. Allô? Oui, bonjour, on vous entend. Allô? Bonsoir, mesdames. Bonsoir, madame l'animatrice. Bonsoir à l'invité. Je suis madame Passy, j'appelle de la Côte d'Ivoire. J'appelle pour participer au débat. Allô? Bienvenue. Oui, bienvenue. Nous t'entendons très bien. Bienvenue. Oui, je t'entends très bien. Bienvenue. J'appelle pour participer au débat. D'abord, je voudrais saluer les dames vos invités. Celle qui vient de parler, je pense qu'elle a dit beaucoup de choses. Je lui dis Yako, c'est comme ça qu'on dit en Côte d'Ivoire. Je voulais dire c'est un sujet très important. C'est un sujet très, très, très important parce que dans le monde entier, les femmes vivent ce drame-là, hein, la méchanceté des hommes. Donc, c'est une histoire vraie, réelle, qui se passe tout le temps dans les foyers, dans les maisons, partout. Les femmes sont battues.
les femmes sont violentées, les femmes sont maltraitées, les femmes sont méprisées, même les enfants aussi. Parce que quand un homme maltraite la femme, parce que pour qu'un homme maltraite la femme, c'est parce qu'il ne l'aime plus. Donc, quand il n'aime plus la dame, il maltraite aussi les enfants. Il maltraite la mère, il maltraite les enfants. Et moi-même, je suis une victime aussi. Hein. Je suis une victime. Je me suis mariée quand j'avais 18 ans. J'ai eu mes enfants jeunes. La première est née à 18 ans, la deuxième à 20 ans, la dernière quand j'avais 24 ans. Mais dès la naissance de ma deuxième fille, ma galère a commencé plus tôt. Ma galère a commencé dans le foyer. Le mari commençait par me battre, il amenait ses copines à la maison, il me poussait à faire des avortements. Vraiment, c'était trop. Il battait ma mère, il battait les enfants. Vraiment, il nous a maltraités. Il nous a maltraités. J'ai dit qu'il amenait sa copine dans le lit. 30 ans que ça a duré. Un jour, il a osé porter ma mère. Ce jour-là, j'ai compris que c'était allé trop loin. C'était allé trop loin. Parce que tu ne peux pas me battre. Et puis pour les enfants, je me dis, bon, mes filles sont petites. Pour mes filles, je vais supporter. C'est ma croix. Je supporte. Parce qu'une femme ne peut pas, une autre femme ne peut pas élever tes enfants. Elle va venir pousser tes filles à la prostitution. Elle va tellement les maltraiter que les filles seront obligées d'être dans la rue, des enfants de la rue. Donc pour tout ça, nous sommes obligés de rester. Et puis des fois, tu te dis, bon, il va comprendre, il va changer, mais au fur et à mesure qu'il avance en âge, c'est là même ça devient compliqué. Donc, un matin, j'ai dû demander le divorce. Et aujourd'hui, je me sens mieux. Je me sens mieux. Parce qu'en Afrique, les gens pensent que quand on n'est pas marié, c'est un drame. Mais non. Non. Tu peux vivre seule et puis vivre heureuse. Hein? Tu peux vivre seule et puis vivre heureuse. Par contre, tu es dans un foyer où tu es malheureuse, on te bat, on te tord le bras, ça te donne des séquelles, des maladies. C'est mieux de vivre seule. Donc, moi, je conseille à toutes les femmes qui vivent ce drame-là de prendre une décision sage, une sage décision de quitter le monsieur. Parce qu'un homme qui te bat, il ne t'aime pas. Il ne t'aime pas. Donc, voilà un peu ma contribution à ce débat. J'ai été témoin d'un drame. Ma meilleure amie a été tuée comme ça dans un foyer. Elle a été tuée. Ma meilleure amie a été tuée dans un foyer. Comprenez? Donc, c'est un sujet très important. Je pense que de temps en temps, il faut mettre ça sur la table pour émanciper les femmes. Pour dire aux femmes, elles vivent seules, ce n'est pas un drame. Bonne soirée. Merci. Merci beaucoup pour votre contribution. Merci beaucoup. Voilà. Oui, donc, voilà, c'est une situation, comme on dit, hein, c'est universel, enfin, c'est dans le monde entier. Et ma question tout à l'heure, c'était, en tout cas, merci à cette dame d'avoir contribué, parce qu'elle nous dit exactement ce dont nous avons parlé juste. Tout à fait. C'est le mépris des femmes. Donc, quand vous allez en Afrique, vous entendez la femme retourne dans son foyer. Qu'est-ce que vous dites de ça? Parce qu'il arrive que dans des foyers, voilà, les femmes se fassent battre et que par coutume, on oblige cette dame, cette personne à retourner dans son foyer. C'est difficile d'aller contre la coutume. C'est difficile de devoir exister contre sa propre famille, son propre camp. Passons si c'est la famille du bourreau, mais quand sa famille propre se retourne contre vous, c'est compliqué peut-être de se lever. Je dirais qu'on arrive seul et on partira seul.
On dit toujours qu'on fait un enfant, mais pas son cœur. Donc, à un moment donné, on doit graviter seul. La difficulté de la femme africaine est qu'elle souvent se marie pour une certaine sécurité, qu'elle rentre dans un mariage où ou c'est que uniquement non, pas toutes les femmes, parce qu'il y a des femmes qui rentrent dans un mariage avec un monsieur très aisé qui leur dit que même si elles ont étudié, qu'elles sont capables de travailler, ne travaillent pas, fait grandir les enfants. Mais à un moment donné, quand dans cette situation, une femme qui a étudié et qui n'a pas poursuivi son parcours professionnel se retrouve à être à la charge d'un homme n'ayant pas de ressources elle-même, qu'est-ce qu'elle fait pour partir? Nous, ici, on peut dire qu'on peut être aidé, on a des aides, on aura en Belgique le CPS, le SMIC en France, il y aura toujours des aides, on peut largement partir en se disant ce sera difficile, ce sera même très difficile, mais il y a des structures qui sont là en place pour pouvoir avoir des lendemains meilleurs. Mais en Afrique, non, quand on part dans certains pays, on doit laisser ses enfants, et c'est vrai que ce que la dame disait, quelle est la personne qui va élever vos enfants? Comme vous allez le faire, personne. Mais si vous restez trop longtemps dans ce genre de situation, qui va les élever? Vous serez plus là pour en parler parce que vous serez parti sous les coups de l'autre. La femme africaine doit comprendre qu'elle a de la valeur. Ce qui m'a attristée lors de mon dernier voyage au Congo, qui était mon deuxième, c'est de comprendre qu'aujourd'hui, les jeunes femmes très intelligentes allaient à l'université, faisaient des kilomètres à pied, sous le soleil, sous la pluie, pour décrocher des diplômes universitaires qui doivent les porter vers une vie meilleure, et qui rentraient dans des mariages juste pour dire qu'elles sont épousables. Avec un tel niveau, ça donne bien, on peut t'épouser parce que tu as fait tout ça. Et je dirais juste que, peu importe le parcours scolaire, je n'ai pas un parcours scolaire ordinaire, mais tu dois étudier pour toi. Tu dois travailler pour toi d'abord. Tu dois te sentir forte et valeureuse pour toi, pas pour les autres, mais pour toi. Certes, tu vas faire la fierté de tes parents parce qu'ils se sont sacrifiés sans doute pour tes études, mais à un moment donné, on doit savoir qu'on le fait pour soi. Une femme doit se sentir belle parce qu'elle a envie d'être belle pour elle d'abord et pas être belle pour les autres. Et donc, quand une femme arrive à faire ses études, quand elle a la possibilité de faire ses études, ou quand, parce que la vie ne lui permet pas de faire des études, elle passe directement au travail, elle doit être autonome pour elle. Après avoir cette capacité de rentrer dans un mariage, travailler ou pas, selon la conjoncture qu'on lui propose, mais de savoir être capable de retomber sur ses pattes si ça ne fonctionne pas. De toujours avoir cet instinct de guerrière, de toujours savoir couvrir ses arrières quelque part et de ne jamais rester sans rien faire. Donnez-vous la possibilité peut-être, le temps de faire vos enfants, d'évoluer avec, mais ne laissez jamais rien dans la vie vous obliger à n'être que la personne qui est à la charge d'une autre. Soyez une femme qui contribue personnellement à son évolution, à son émancipation, à son bien-être, et soyez celle qui pourra se lever. Si après on ne parle pas que de violence, on dira qu'un époux peut mourir, mais soyez celle qui doit se lever et qui saura se lever pour garder ses enfants sur la bonne route. Donc, on est tous nés pour vivre, on est tous nés pour briller. Et les études, même si on préfère le garçon à la fille, les études sont faites pour tout le monde. L'intelligence n'a pas de sexe, n'a pas de genre. L'intelligence c'est un élément qu'on travaille. Et donc, continuez à axer votre futur indépendamment du mariage que vous ferez, parce que ce n'est jamais un investissement à long terme. Hein. Il y a des divorces, il y a plein de choses. Et quand bien même une femme devrait être confrontée à ce qu'on connaît, la polygamie ou que sais-je encore, la femme constamment trompée, l'infidélité qui traverse des décennies dans des mariages,
Mais soyez celle qui, malgré tout ça, peut se dire, je crée, je construis, j'ai mon petit entrepreneuriat, je fais mon petit argent. Et voilà, je suis quelqu'un. J'existe parce que je veux exister, parce que j'ai cette capacité. Et ne restons pas derrière tous ces hommes, peu importe l'argent qu'ils gagnent, même si c'est pour gagner 5 € par jour, mais vous les aurez gagnés à la sueur de votre front et non 5 € que vous aurez été clémondés dans la poche de quelqu'un qui vous regardera avec dédain parce qu'il a trouvé des fesses plus jolies que les vôtres ailleurs. Si on doit être vulgaire ou un peu plus choc dans les mots. Et donc voilà, la femme, moi, c'est ce que je peux dire à la femme, à la jeune fille, c'est que... Et aux petites filles, si je pouvais leur parler constamment, c'est ce que je dis à ma fille, c'est qu'elle doit être intelligente pour elle, qu'elle doit réussir pour elle, et qu'elle doit arriver à se dire que je suis capable d'acheter une maison, je suis capable de nourrir ma famille, je suis capable de tout faire, en fait. Bien sûr. Et qu'un homme qui viendra dans ma vie va complémenter, va me compléter, en fait. Et on va arriver à faire encore mieux à deux. Mais seul, je suis quelqu'un, je vaux quelque chose et je peux faire des choses parce que j'ai cette capacité. Et non se dire que je dois exister à travers un mariage, je suis la madame 2 et donc Parce que toutes les madame 2 qui sont derrière monsieur 2 échouent quand monsieur 2 est parti chez une autre madame qui deviendra madame 2. Donc on doit en tant que femme se protéger juste parce qu'on est des femmes. Et se dire que l'éducation est à notre portée. Si c'est pas l'éducation, ce sera l'entrepreneuriat, même si c'est très jeune. Mais la réussite, en tout cas, est dans nos mains. C'est à nous de faire le choix d'emprunter ce chemin et voilà, et de briller tout simplement. Et ça, c'est le message que je peux donner aux femmes. Il n'est jamais tard pour entreprendre, jamais trop tard pour étudier. Après, ça demande des sacrifices, mais qu'est-ce qui n'est pas difficile dans la vie? Qu'est-ce qui n'est pas difficile? Absolument. Merci beaucoup. Merci Amina pour cette conclusion. Alors, c'est ici qu'on va se quitter. Et je te remercie beaucoup pour avoir contribué à cette thématique parce que, voilà, c'est important, on est entre nos femmes. C'est important qu'on se soutienne par nos expériences, par ce que nous vivons. Parce que si on ne partage pas concrètement ce que nous vivons, nous ne pouvons pas aider les autres à se sortir. Et je crois que aussi, ce que je peux souhaiter à tout le monde, c'est d'avoir une liberté intérieure. Cette liberté est notre lumière, c'est notre lanterne qui va nous guider. Et quoi qu'il se passe, quoi qu'il en soit, cette lumière, cette liberté intérieure, c'est celle-là qui va nous conduire vers la liberté absolue et totale. Dans la vie de tous les jours, à l'extérieur, parce que les gens qu'on va rencontrer ne feront pas de cadeaux aux femmes. Ce n'est pas leur intention, je dirais, pour les femmes battues, bien sûr. Notre interlocutrice nous l'a dit, 30 ans pour avoir envie, enfin, eu l'intention de protéger ses enfants, ne pas partir du couple, ne pas partir de la maison pour ne pas se retrouver sans ressources. Ces petites choses-là font le malheur, en tout cas, des femmes. Et je te remercie et j'espère que, voilà, en tout cas, je te souhaite surtout de continuer à briller. Ça, de toute manière. Je te souhaite de continuer à briller dans ce que tu fais. Et on garde le contact. Et j'espère qu'on aura l'occasion de revenir sur cette thématique, d'en reparler. Avec plaisir. Qu'on ait un impact auprès des femmes qui sont dans la situation dont on parle. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je te souhaite une très bonne soirée. Voilà. Merci pour la plateforme et la tribune qui m'a été donnée. Et je dirais juste aux personnes, ne vous excusez pas d'exister, en fait, tout simplement. Ne vous excusez pas d'exister parce que si vous êtes là, c'est que vous devez contribuer à réaliser quelque chose pour l'éternité et pour la société. Bien sûr. Ah, ouais. Merci beaucoup. Voilà. Merci à la 2N TV de nous avoir donné l'opportunité de parler de cette thématique. Je vous souhaite la bonne soirée et à très bientôt.
2M TV.